Chroniqueur et invité Raphaël Jérusalemi est avec nous, Eva Soto. Raphaël Jérusalemi, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste de défense sur I24 News, également ancien membre des renseignements militaires israéliens. Apparemment, il y aurait une possibilité d'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. En tout cas, l'envoyé spécial américain pour la région, Amos Hochstein, arrive demain. Le Hezbollah aurait envoyé des signaux positifs. Que faut-il en attendre ? Alors effectivement, d'abord le gouvernement libanais, et ensuite le Hezbollah sous certaines pressions de Téhéran. Téhéran aurait donné l'ordre au chef actuel du Hezbollah d'assouplir ses positions. Et donc, il y aurait peut-être ici une lueur au bout du tunnel, bien qu'il faut rester prudent, puisqu'on nous a déjà menés en bateau plusieurs fois en nous promettant un cessez-le-feu prochain qui n'était pas arrivé. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne, on ne sait pas. Pourquoi Téhéran aurait donné cet ordre au Hezbollah d'assouplir ses exigences ? Quel est le but du régime islamique ? Il y a deux raisons. La première, c'est que Téhéran voit que le Hezbollah est en train de s'affaiblir sérieusement sous les attaques de Tsahal. Il veut donc préserver ce qu'il en reste. Et puis, il y a une crainte de l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump qui fait pression sur Téhéran, qui aimerait peut-être calmer le jeu avant que Donald Trump arrive au pouvoir. Si le Hezbollah tente d'être préservé par l'Iran, ma question peut sembler brutale, mais est-ce qu'un cessez-le-feu est une bonne chose à l'heure actuelle ? Alors, un cessez-le-feu est une bonne chose dans la mesure où nous sommes dans une guerre multifrontale et qu'il faudrait un cessez-le-feu aussi à Gaza. On pourrait avoir une accalmie, en tous les cas temporaire. Il ne faut pas oublier qu'à long terme, évidemment, c'est une mauvaise chose, mais à court terme, nos troupes sont fatiguées, les soldats de Tsahal sont fatigués, ils sont au combat depuis 1 an. La plupart sont des réservistes qui ont passé plusieurs mois sur le front. Les entrepôts de munitions de Tsahal se vident lentement, car ces offensives, ces combats demandent énormément de munitions. L'économie israélienne a besoin aussi de souffler, de se reprendre. Donc, dans l'ensemble, ça serait pas si mal si on pouvait, au moins pour un certain temps, avoir une accalmie. Il est évident que, de toute manière, on n'est pas sorti de l'auberge et que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, le Hezbollah, le Hamas ou d'autres factions vont apparaître et puis que l'Iran ne démord pas pour l'instant de vouloir détruire Israël et de s'en prendre à l'Occident. En termes sécuritaires, quand on est en Israël, sur quoi on peut tabler par rapport à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ? Bien, on peut tabler sur un maximum et un minimum. Donald Trump promet beaucoup de choses qui ont l'air de faire l'affaire de Benjamin Netanyahu et de son gouvernement, mais je pense qu'il y aura des conditions. Tout ne sera pas agréé par Donald Trump sans une contrepartie, et la contrepartie sera qu'il va donner des instructions, donner des ordres, et donc ça ne sera pas toujours au bon gré du gouvernement israélien actuel. Et puis je pense qu'il faut baisser notre niveau d'espoir par rapport à Donald Trump. Son objectif principal par rapport au Proche-Orient, c'est de s'en éloigner le plus possible. Le Proche-Orient, c'est un panier de crânes. Le Proche-Orient, ce sont beaucoup de problèmes que Donald Trump veut éviter. Et la politique principale de Donald Trump étant America First, l'Amérique en premier, il va se distancer le plus possible du problème du Proche-Orient et donc d'Israël en fin de compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut justement attendre jusqu'à la prise de pouvoir de Donald Trump, sachant que le président Biden, qui est sur le départ, se définit lui-même comme un président sioniste. Est-ce qu'il va pouvoir régler ce qu'il y a à régler dans la région avant l'arrivée de Trump ? C'est ce que Trump lui a demandé. Est-ce que Biden aimerait bien faire, bien sûr, terminer en beauté avec justement des cessez-le-feu, un arrêt de la guerre qu'il préconise depuis un certain temps,
parce qu'ils voient un danger humanitaire pour la population de Gaza. Je pense que Joe Biden, à la différence de certains dirigeants israéliens, a mis en priorité absolue la libération des otages. Je pense que s'il va tenter quelque chose, la seule chose qu'il voudra réussir, c'est de libérer au moins quelques otages, sinon tous les otages. Je pense que ça va être sa mission ultime avant de quitter la Maison-Blanche. Contrairement à d'autres dirigeants israéliens dont la priorité n'est pas la libération des otages, quels dirigeants israéliens exactement et pourquoi, pour eux, la priorité ne serait pas la libération des otages? Bien, le gouvernement actuel subit la pression de la frange la plus extrémiste à droite actuelle, des ministres Smotrich et Ben Gvir, qui s'opposent à un accord ou un arrangement pour libérer les otages, qui veulent en fait continuer la guerre, alors que le chef de l'état-major de Tsahal, le chef du Mossad, le chef du Shin Bet ont bien insisté pour dire que, il conseillait d'assouplir les positions israéliennes par rapport à la libération des otages. 2, qu'il n'y avait aucun problème sur le plan militaire d'un cessez-le-feu et même d'un retrait important des troupes de Tsahal hors de Gaza si on pouvait libérer les otages. Malheureusement, depuis plusieurs semaines et sinon plusieurs mois, les avis professionnels des chefs de la sécurité et de la défense ne sont pas écoutés par les politiciens. Et il y a maintenant des preuves assez certaines, surtout avec le scandale des documents top secrets qui ont été détournés et utilisés à mauvais escient. Il y a une preuve que nous avons au moins raté 2 fois l'occasion de libérer des otages. Justement, cette affaire, parlons-en, elle fait beaucoup de bruit en Israël. Vous dites, on a perdu 2 fois l'occasion de libérer les otages. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a une occasion qui est très célèbre, c'est l'été dernier. On était à 2 doigts d'avoir une libération partielle, je dis bien partielle, donc de certains otages seulement, en échange d'un cessez-le-feu prolongé. À la dernière minute, le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu, a ajouté une condition qui n'était pas dans la négociation. Cette condition a bloqué de nouveau la négociation, la libération des otages. Alors bien sûr, le principal obstacle à cette libération des otages, c'est le Hamas lui-même. Ce sont les dirigeants du Hamas qui sont fanatiques, qui sont obstinés. Mais il y a eu là, à ce moment-là même, une opportunité qui a été ratée, mais qui a été sciemment ratée, car au moment où on allait avoir cette libération, les 2 ministres, Ben Gvir, Smotrich, eux ont mis le holà et ont menacé tout simplement, et ni plus ni moins, de faire tomber le gouvernement si Benjamin Netanyahu acceptait. Et donc Benjamin Netanyahu n'a pas accepté. Il a mis cette condition supplémentaire qui a tout bloqué. Cette chose, je le répète, je ne veux pas faire de politique, je ne veux pas être à droite ou à gauche. Je répète que les chefs de la sécurité et de la défense d'Israël, en qui j'ai une confiance aveugle, avaient une opinion tout à fait différente qui n'a pas été écoutée. Ça a été plusieurs fois le cas. On en est arrivé au point que le ministre de la Défense, parce qu'il avait une opinion différente, a été limogé en pleine guerre. Et donc, je ne veux pas faire de la politique et j'aimerais bien qu'on arrête en Israël de faire de la politique et qu'on s'occupe de la guerre et de la sécurité. En Israël, la politique en priorité, c'est incompatible avec la sécurité. Ça lui porte atteinte, Raphaël Jérusalemi? Non, pas lorsque les politiciens se montrent responsables. Et là, j'accuse autant l'opposition que la coalition. Depuis 1948, dans toutes les guerres d'Israël, les politiciens de tous bords se sont unis. Il y a eu une union nationale lorsqu'il y avait la guerre, quitte après la guerre à reprendre le débat politique. Aujourd'hui, il y a eu 0 union nationale. Chacun tire de son côté. Les politiciens de tous les bords, de gauche, de droite et j'en passe, n'ont pas été capables d'afficher un front uni. Et c'est cette incapacité à s'unir qui a encouragé l'ennemi, qui a incité l'ennemi à attaquer Israël. Et qui a empêché la libération des otages? Absolument.
S'il y avait une union nationale et un accord, cela aurait affaibli la puissance des extrémistes comme Ben Gvir et Smotrich au profit de la majorité, de la grande majorité. Je rappelle que le peuple israélien, qu'il soit de gauche, de droite, religieux, laïque et j'en passe, le peuple israélien, dans tous les sondages, place en priorité absolue comme objectif la libération des otages. Merci beaucoup pour ces éclairages, Raphaël Jérusalemi, ancien membre des services de renseignement de Tsahal et également éditorialiste sur I24 News, qu'on retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J. Merci. Et merci à vous, Eva Soto. Radio J, 8h45, à suivre la chronique environnement.